Eh bien, merci de me donner l'occasion de vous faire ce point sur l'échinococose alvéolaire. Alors, quelques diapositives d'introduction pour vous rappeler qu'il s'agit d'une zoonose parasitaire rare. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, où il existe depuis de nombreuses années maintenant un registre des cas d'échinococose alvéolaire, 853 patients ont été enregistrés entre 1982 et 2020. En Suisse, on n'a pour l'instant pas de registre, mais on sait que 245 patients avaient été diagnostiqués entre 1982 et 2010. Et en termes d'incidence annuelle, pour l'Europe, elle varie en fonction des pays entre 0,03 et un peu plus de 1 pour 100 000 habitants. Donc cette maladie, elle est due au lent développement dans le foie de la larve du ténia, Echinococcus multilocularis. Je ne peux pas rentrer dans le détail du cycle, mais vous savez qu'il se déroule habituellement entre un hôte définitif, qui est le renard, qui héberge le parasite adulte dans son intestin, et des hôtes intermédiaires qui développent la maladie larvaire hépatique et qui sont des petits rongeurs. Et l'homme vient prendre la place des rongeurs comme hôte intermédiaire accidentel et impasse parasitaire. Alors cette maladie, elle ne sévit que dans l'hémisphère nord et elle est clairement en extension depuis une vingtaine d'années. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra éventuellement en rediscuter tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la Chine est aujourd'hui le plus gros foyer mondial. Ça représente 90% des 18 000 cas qui sont diagnostiqués chaque année. Maladie parasitaire rare, mais grave, c'est une des zoonoses les plus dangereuses pour l'homme. D'une part, en raison de sa grande latence clinique. Chez un patient immunocompétent, on estime que le délai qui va séparer la contamination de l'apparition des premiers symptômes, qui souvent signent une maladie déjà avancée, est de l'ordre de 10 à 15 ans. Et pendant cette période, le développement du métacestode va se faire de façon sournoise, à bas bruit, avec un envahissement de proche en proche du tissu hépatique, des parois des vaisseaux et des voies biliaires, la possibilité de dépasser le foie avec des envahissements de contiguïté, et parfois même un essaimage à distance par voie hématogène avec la possibilité de métastase, principalement dans le poumon. Donc vous voyez ici une illustration, donc ça c'est une image scanographique absolument typique, cette lésion donc mal délimitée qui a un caractère infiltrant, qui est hétérogène avec des semis de calcification, des zones de nécrose. Et on voit déjà très bien qu'il y a un retentissement sur les voies biliaires avec ces dilatations des voies biliaires intrahépatiques. Ici, un aspect macroscopique, une pièce d'hépatectomie partielle qui vous montre la masse parasitaire qui est creusée d'une multitude de petites cavités qui correspondent aux microchystes parasitaires. Et ici, c'est une poche de nécrose, car les grosses lésions d'échinococose alvéolaire se nécrosent fréquemment à leur centre car elles sont mal irriguées. Alors, l'autre problème, c'est que le développement du métacestode, il s'accompagne d'une intense réaction granulomateuse de l'hôte périparasitaire qui, au fil du temps, va céder le pas à une fibrose extensive qui contribue aux complications obstructives et principalement biliaires de la maladie. Grave aussi parce qu'on n'a toujours pas trouvé à l'heure actuelle de médicaments parasitolytiques et que le seul moyen de guérir le patient, c'est l'ablation chirurgicale complète de la masse parasitaire, lorsque c'est encore possible, encadrée par l'albendazole qui agit comme parasitostatique. Alors néanmoins, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a heureusement une très nette amélioration du pronostic depuis 20 ans, en raison de diagnostics qui sont portés plus précocement, des progrès de la chirurgie hépatobiliaire et également donc de la mise à disposition de l'albendazole. Alors j'ai choisi de démarrer par l'histoire d'un patient que j'avais suivi à Besançon, qui a eu comme principal antécédent un lymphome B diffus à grande cellule qui avait été diagnostiqué en 2002, qui a été mis en rémission complète après chimiothérapie et autogreffe de cellules souches, et qui ensuite est entré dans un suivi régulier avec en particulier des scanners thoraco-abdominopelviens annuels. Et en 2006, à l'occasion d'un de ces scanners, eh bien, on découvre fortuitement une image hépatique alors que le patient est totalement asymptomatique. Donc, vous voyez cette image qui est dans la partie droite du foie dans le segment 7, qui a un caractère infiltrant qui touche la veine hépatique droite, qui touche aussi la paroi de la veine cave inférieure. Et là, avec cette image,
on a d'emblée évoqué le diagnostic d'échinococcose alvéolaire, parce que c'est une image tout à fait typique. Et la sérologie, ces patients qui n'étaient plus sous immunosuppresseurs s'est avéré positif. On a discuté du dossier en pluridisciplinaire pour finalement, compte tenu du caractère asymptomatique de la lésion et de sa position délicate dans le foie, opter pour un traitement par albendazole au long cours. Et 15 ans plus tard, tout va bien. Il n'y a eu aucun événement clinique. Le patient a été suivi en ambulatoire et la lésion est stable. Donc à partir de cette observation, vous voyez, j'ai surligné tous ces mots-clés qui soulignent d'une part les circonstances de diagnostic actuelles de cette maladie, les modalités de diagnostic, de traitement et le pronostic. Alors, je suis obligée, dans le temps imparti, de faire un focus sur certains de ces points. Et donc, j'ai choisi d'une part, développer les circonstances de découverte de la maladie, de vous parler, et je vais pas mal m'étendre, sur les problèmes d'échinococcose alvéolaire en situation d'immunodépression. Et on terminera par quelques mots sur le traitement. Alors, les circonstances de diagnostic de l'échinococcose alvéolaire, elles ont clairement évolué. Vous voyez ici, ce sont des données qui sont issues du registre français France Échino, qui vous montrent l'évolution des circonstances de diagnostic de cette maladie au fil du temps. Quand on prend la période la plus ancienne, 1982-1992, eh bien on voit que la majorité des cas, près de 80% des patients, avaient des symptômes au moment du diagnostic. Et dans la moitié des cas, il s'agissait d'un ictère, qui est un signe de gravité de la maladie. Et on voit que la situation progressivement s'inverse au fil du temps, et que dans la période la plus récente, eh bien, c'est dans 60% des cas une maladie qui est diagnostiquée à un stade asymptomatique. Et pour les patients qui révèlent la maladie par des symptômes, seulement 7% révèlent la maladie par un ictère. Alors, concernant l'incidence des cas d'échinococcose alvéolaire en contexte d'immunodépression, alors c'est toujours par le biais de ce registre français qu'on a constaté, à partir du début des années 2000, l'émergence claire de nouveaux cas d'échinococcose alvéolaire, c'est les petits plots en rose, qui étaient diagnostiqués dans un contexte d'immunosuppression. Et donc on a fait ce travail qui a comparé, donc une étude rétrospective, les caractéristiques de ces patients par rapport aux patients du registre qui avaient une échinococcose alvéolaire sans être des patients immunodéprimés. Alors cette situation de diagnostic plus fréquent d'échinococcose alvéolaire dans un contexte d'immunosuppression, elle a été confirmée. Vous voyez que sur la période la plus récente, ça représente en France 20% des cas incidents d'échinococcose alvéolaire. Et d'autres groupes européens, d'autres centres experts pour cette maladie ont depuis, aussi bien en Suisse, c'est le groupe de Berne qu'en Allemagne, le groupe de Ulm, confirmé qu'il y avait vraiment une augmentation significative de cas incidents d'échinococcose alvéolaire chez des patients immunodéprimés. Alors, quelles sont les maladies en cause? Ce sont des patients, la majorité, c'était des patients qui avaient un cancer solide. En deuxième venaient des maladies inflammatoires chroniques, principalement rhumatologiques, et puis, donc, moins fréquents, des maladies auto-immunes, des hémopathies malignes, des situations de greffe d'organes solides ou de moelle, et quelques patients avec un sida. Et donc, les thérapeutiques immunosuppressives étaient variées en fonction de la maladie causale, différents protocoles de chimiothérapie, des stéroïdes, des anticalcineurines, l'azatioprine, le mycophénolate mofétyle, le méthotrexate. Il y avait aussi des patients qui recevaient des biothérapies, surtout des anticorps anti-TNF, mais un ou deux patients avec des anticorps anti-CD20. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du travail publié en 2014? Les principaux messages, eh bien que clairement, chez ces patients qui avaient des immunosuppresseurs, il y avait une évolution télescopée accélérée de la progression du parasite dans ce contexte. Et ça, on a bien pu le montrer. En reprenant sur ces 50 patients, on a pu retrouver chez 15 patients, dont le patient dont je vous ai présenté l'observation en introduction, des clichés scanographiques donc, qui remontaient à 1-5 ans avant le diagnostic et on ne voyait rien. Il n'y avait pas de lésion d'échinococcose alvéolaire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le diagnostic était fortuit dans 75% des cas. C'était souvent donc, des patients qui avaient des suivis morphologiques pour leur maladie, en particulier cancéreuse. Et on découvrait, c'est le cas du patient, le foyer parasitaire de cette façon.
qu'il y avait ici des difficultés diagnostiques, en particulier parce que l'imagerie était atypique dans près de la moitié des cas et orientée plutôt vers le diagnostic d'abcès, voire de métastase du cancer pour lequel le patient a été pris en charge. Et ça a été source d'errance diagnostique, voire d'erreurs thérapeutiques, puisqu'il y a pu y avoir des renforcements de lignes de chimiothérapie pour certains patients, et un diagnostic retardé dans la moitié des cas, avec un délai médian de 5 mois. Donc je vous montre, à titre d'exemple, ces quelques aspects d'image atypiques d'échinococose alvéolaire chez les patients immunosupprimés. Donc des aspects qui peuvent évoquer des métastases nécrosées ou des abcès hépatiques. Vous avez ici une vignette qui vous montre l'aspect habituel de l'échinococose alvéolaire hors contexte d'immunosuppression. Vous voyez que c'est très différent. Et donc là, il y avait vraiment un réel intérêt à proposer une IRM qui, chez la moitié de ces patients avec des images atypiques, permettait de redresser le diagnostic en montrant cette image caractéristique sur les séquences pondérées T2. On voit effectivement au sein de cette lésion qui posait problème pour le diagnostic s'allumer ces petits foyers, ces petits clusters hyper T2 qui sont pathognomoniques de l'échinococose alvéolaire qui correspondent aux microkystes parasitaires. Par ailleurs, donc, la sérologie spécifique dans cette situation, en tout cas dans l'expérience française, elle était parfois en défaut, puisqu'elle était négative dans 14% des cas contre 1% seulement chez les patients suivis dans la même période, dans le registre français, non immunosupprimés. Et le message aussi, c'est qu'il était intéressant de demander le test de deuxième ligne, le test de confirmation qui est le Western blot. Si les tests de première ligne étaient négatifs et qu'on avait une image suspecte, ça pouvait permettre de récupérer des diagnostics, car le Western blot, c'est le test sérologique le plus sensible pour le diagnostic de cette maladie. Enfin, il était parfois nécessaire, dans ce contexte d'immunosuppression, de recourir à une biopsie éco-guidée. Et là, il est très important de mettre une partie du prélèvement, de réserver une partie du prélèvement, en plus de la pathologie conventionnelle, pour de la biologie moléculaire avec une PCR spécifique, en encadrant par l'albendazole pour éviter une dissémination, et donc qui permettait d'aboutir finalement au diagnostic lorsque les étapes précédentes n'avaient pas permis de conclure. Je termine par le traitement. Alors, avant de décider du choix du traitement pour le patient, c'est comme pour une maladie néoplasique, il faut premièrement faire une évaluation du degré d'extension. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il est très important de préciser la taille de la lésion, le nombre de localisations, les rapports vasculaires et biliaires, et donc le scanner injecté multiphase, l'IRM, la cholangio-IRM aussi qui va nous indiquer les rapports avec en particulier la voie biliaire principale sont extrêmement importants, et surtout aussi ne pas oublier le bilan d'extension à distance avec une recherche systématique de localisation, en particulier pulmonaire et cérébrale, mais qui sont beaucoup plus rares. L'autre point, c'est qu'on peut maintenant évaluer l'activité du métacestode, et donc il faut faire un bilan initial avant la mise en route du traitement. On a deux outils d'appréciation de l'activité du métacestode. Tout d'abord, le FDG PET, avec un protocole spécifique pour cette maladie, puisqu'il faut absolument, en plus des acquisitions précoces à 1 heure, demander des acquisitions tardives à 3 heures. Qu'est-ce qu'on va rechercher ici ? Eh bien, en fait, le traceur est incorporé dans les cellules du granulome périparasitaire, et ça va être un reflet indirect de l'activité du métacestode. Vous voyez ici quelques exemples, une lésion très calcifiée, dont on pouvait penser qu'elle était spontanément involuée. Eh bien, vous voyez que sur les acquisitions tardives à 3 heures du PET, eh bien, il y a un foyer d'hyperactivité à ce niveau. Ici, un autre exemple d'une forme d'échinococose alvéolaire bifocale avec une lésion dans chaque lobe, et vous voyez que seule la lésion du foie droit présente une hyperactivité périlésionnelle. La lésion du foie gauche, des acquisitions tardives, étaient manifestement inactives, et donc c'est quelque chose à prendre en compte pour la réflexion thérapeutique. Autre marqueur intéressant actuel de viabilité parasitaire, c'est un test sérologique, l'ELISA EM18, qui fait intervenir un antigène de viabilité parasitaire. Et donc, on dispose donc de ces éléments au début de la prise en charge.
La prise en charge thérapeutique actuelle de l'échinococose alvéolaire, elle passe nécessairement, c'est très important, par une approche multidisciplinaire et de préférence en centre expert, avec un dénominateur commun qui est le traitement par albendazole, et ensuite, en fonction de la taille de la lésion, de sa position dans le foie, des rapports vasculaires et biliaires, vont se discuter différentes options thérapeutiques. La résection hépatique partielle, donc la chirurgie qui emporte la totalité de la lésion, qui reste le traitement, le gold standard, le traitement de référence, seul à même d'apporter la guérison, encadré par l'albendazole. Alors, par le passé, il y a 50 ans, cette option thérapeutique, elle ne pouvait être offerte qu'à un très petit nombre de patients, à moins de 5%. Mais actuellement, avec les diagnostics plus précoces, les progrès de la chirurgie hépatobiliaire, cette résection hépatique partielle à visée curative est possible en Europe dans environ 40% des cas. Alors, lorsque le patient n'est pas opérable, on va choisir le traitement par albendazole au long cours, le plus souvent à vie. Et si une complication vient émailler le suivi, en particulier une complication d'obstruction biliaire, on a recours actuellement à des traitements instrumentaux, en particulier à l'endoscopie biliaire interventionnelle avec pose de stent, qui est très utile et qui permet de passer des caps parfois critiques pour le patient. La transplantation hépatique, alors c'est vrai qu'elle a été proposée au début des années 80 dans pas mal de centres européens pour des patients qui étaient en impasse thérapeutique avec des formes très sévères, très symptomatiques de cette maladie. Et donc, ça a pu être une solution pour ces patients. Mais actuellement, en Europe, avec des formes moins graves de la maladie, clairement, c'est devenu un choix thérapeutique très exceptionnel. Vous voyez les données du registre français. Entre 1982 et 1999, c'était 11% des patients étaient orientés vers ce traitement, alors que ça ne représente plus que 1% des traitements. Je termine par le traitement par albendazole au long cours. Retenir que c'est un traitement qui doit être en continu. Au début, on avait proposé des traitements séquentiels, comme pour l'échinococcus kystique, et ces schémas sont abandonnés, car moins efficaces au profit de traitements continus. Donc le patient va partir pour un traitement souvent à vie. Donc l'éducation thérapeutique du patient et l'implication de son médecin référent sont extrêmement importants pour insister régulièrement sur l'observance, sur les modalités de prise. Il faut absolument que le médicament soit pris pendant la prise d'aliments, parce que ça augmente considérablement l'absorption digestive de l'albendazole. Connaître les problèmes de tolérance, principalement hématologiques et hépatiques. Les interactions métaboliques possibles, alors bien sûr des comédications qui peuvent interférer avec les cytochromes P450 qui métabolisent l'albendazole dans le foie, mais aussi des habitudes de vie. Ça, c'est quelque chose de récent qui a été très bien démontré chez des patients. Savoir par exemple que le tabac, le cannabis sont des inducteurs puissants du cytochrome P450 qui métabolise l'albendazole et donc peuvent accélérer son élimination de l'organisme et du coup être une source d'inefficacité du traitement. Et à l'inverse, le pamplemousse, la prise de réglisse régulière, inhibe le métabolisme en inhibant les cytochromes P450 et vont être une source d'accumulation de l'albendazole et parfois de problèmes de toxicité. Donc il est très important aujourd'hui de personnaliser le traitement de ces patients. Ça a permis aussi de beaucoup améliorer le pronostic des patients sous albendazole au long cours. On a des outils. Donc le suivi pharmacologique thérapeutique en dosant au moins 2 fois par an le métabolite actif de l'albendazole pour ajuster la posologie en fonction de cette concentration. Et puis ces outils de viabilité parasitaire que j'ai développés peu avant. Voilà, je ne veux pas plus développer. Ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui, c'est que finalement l'échinococose alvéolaire est une pathologie rare, connue de longue date des médecins et chirurgiens spécialistes du foie, mais vous voyez qu'elle vient actuellement à la rencontre de beaucoup d'autres spécialités, internistes, oncologues, rhumatologues, hématologues, qui doivent absolument penser à elle, surtout dans nos régions. Voilà, je vous remercie.